Allez, c'est parti, on plonge tout droit dans ce puzzle fascinant qu'est la performance athlétique. Bienvenue dans ce décryptage où l'on va percer à jour les petits secrets du sport de très haut niveau. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai casse-tête, un mystère fondamental des sciences du sport moderne que tous les passionnés d'entraînement essayent de résoudre. Le grand mystère, il est là. Comment se fait-il que deux athlètes, en suivant exactement, mais alors très exactement le même programme, se retrouvent avec des résultats qui n'ont absolument rien à voir? On connaît tous la situation. Sur le papier, les plans d'entraînement sont des copies conformes. Et pourtant, à la fin de la saison, on a un athlète qui soulève la coupe en pleine forme et l'autre qui finit à l'infirmerie complètement cramé ou blessé. Qu'est-ce qui manque dans l'équation? Eh bien, la clé de tout ça, c'est la différence fondamentale entre ce qu'on appelle la charge externe et la charge interne. La charge externe, c'est les données brutes sur la feuille, la distance, les kilos soulevés, les chronos. Mais le véritable secret de la performance, c'est la charge interne, c'est-à-dire la façon totalement unique dont un corps bien précis va absorber cet effort. Le chronomètre, c'est bien, mais c'est vraiment la réaction physiologique à l'intérieur de l'organisme qui décide de la victoire ou de la blessure. Ce qui nous amène à notre première partie, le piège subjectif ou l'art d'écouter l'athlète. Bon, pour cerner cette fameuse charge interne, on doit d'abord regarder comment la science du sport s'y prend pour chiffrer un ressenti humain. Avant même de brancher des capteurs partout, l'outil le plus basique, c'est tout simplement d'écouter la perception de la fatigue par l'athlète. C'est le RPE, le taux d'effort perçu. Pour faire simple, c'est une échelle numérique que les sportifs utilisent pour évaluer la difficulté de leur séance. Ça a l'air bête comme chou, non? Mais c'est justement là que les ennuis commencent. Parce qu'il y a un piège énorme dans lequel on tombe tous, sans exception. On pense direct à nos notes d'école. Un 5 sur 10, c'est la moyenne, donc un petit effort modéré, tranquille. Sauf que pas du tout. Sur l'échelle scientifique de Borg ou de Foster, c'est même carrément l'inverse. Un 3, c'est un effort modéré, et un 5, c'est officiellement considéré comme très difficile. L'organisme est à la limite de la rupture. On n'est plus en train d'assurer la moyenne, on est en mode survie. Et c'est là qu'on comprend l'idée centrale. Sans un tableau de référence strict, l'évaluation est totalement biaisée. Naviguer au doigt mouillé, ça rend ces données complètement inutiles, voire dangereuses quand on prépare toute une saison. Faut un cadre rigoureux pour transformer un simple feeling en données exploitables. Passons maintenant à la deuxième étape de notre analyse, les données objectives, avec la méthode d'Edwards. Alors, laissons les émotions de côté une minute et regardons les maths. Voici la méthode d'Edwards, une vraie référence en sciences du sport. Le principe, c'est de découper les données de la fréquence cardiaque avec la précision d'un chirurgien. On divise le rythme cardiaque en 5 zones bien nettes. Ça va de la zone 1, l'effort ultra léger, jusqu'à la zone 5, la zone rouge, le maximum absolu. Et le petit truc en plus de cette méthode, c'est qu'on donne un poids à chaque zone, un coefficient multiplicateur de 1 à 5. Ce qui est brillant, c'est que ça permet de transformer des graphiques illisibles en un seul score super clair. La formule, c'est tout bête. On multiplie le temps passé dans une zone par le poids de cette zone et ça donne un score global en unités arbitraires. Par exemple, si on prend les données réelles d'une séance d'endurance de tennis du 28 avril, 97 minutes sur le court, ça a généré un score monstrueux de 213. Un chiffre pareil, ça veut dire que le cœur a été poussé dans ses retranchements. Clairement, c'était pas juste un petit échange de balles au soleil. Du coup, avec ces deux approches complètement opposées, la question est évidente. On fait confiance à quoi ? À la méthode subjective, basée sur le ressenti de l'athlète, ou au calcul bien froid, bien objectif, de la fréquence cardiaque? Eh bien, la science a une réponse. Une étude menée directement sur des footballeurs pros à l'entraînement a sorti un chiffre clé, 0,63. C'est la corrélation entre la note subjective donnée par le joueur et ses vraies données cardiaques. C'est une corrélation modérée, mais ça prouve une chose importante. La machine et l'humain racontent globalement la même histoire, mais ce ne sont pas des copies conformes. Il y a des nuances. Et la grosse cassure entre ces deux méthodes, elle se trouve exactement au niveau de l'intensité. Sur des efforts d'endurance, l'aérobie classique, on reste sur ce solide 0,63. Mais quand on passe à l'anaérobie, c'est-à-dire des sprints faits courts très violents, bam, la corrélation dégringole à 0,48. C'est la preuve irréfutable qu'à haute intensité, le ressenti humain et la froideur des capteurs ne sont plus du tout d'accord. Et c'est ça qui est fascinant. Faut pas les voir comme des adversaires. Ce sont juste deux capteurs différents qui lisent la même machine hyper complexe. La fréquence cardiaque va capter le stress cardio avec une précision chirurgicale, mais le ressenti, le RPE, va capter tout ce que la machine rate complètement. La fatigue musculaire silencieuse, les articulations qui grincent et le système nerveux qui est au bout du rouleau. Ce qui nous amène à notre dernière partie, la fusion de l'humain et de la machine avec l'IA Champion Pass.
Aujourd'hui, l'élite du sport ne choisit plus entre l'humain ou la machine. L'objectif, c'est la fusion totale pour avoir une image parfaite. Pour ça, des plateformes hyper pointues comme Champion-PAF ont mis en place une routine militaire en 3 étapes. 1. On trace le bien-être général avant même de lasser les chaussures. 2. On catégorise la séance et on prend la note de RPEHO. 3. On analyse scientifiquement le cœur après la douche. C'est cette boucle constante qui crée un vrai radar à 360 degrés sur l'athlète. Et l'impact de cette fusion, il crève les yeux quand on tombe sur une alerte rouge. Imaginons la scène. Le plan méticuleux du coach prévoyait une séance de récupération toute douce, intensité cible à 4. Mais au vestiaire, l'athlète lâche un 8 en ressenti. C'est une alarme géante. Ça expose tout de suite une fatigue énorme qui était invisible sur la feuille de match. Ça permet au staff de tout changer pour le lendemain et d'esquiver la blessure de justesse. Parce que la pire erreur possible, ce serait de séparer le corps de la tête. Les deux pèsent tout autant dans la balance. C'est pour ça qu'on traque chaque jour des paramètres vitaux sur une échelle de 1 à 5, comme la qualité du sommeil, le stress mental, les courbatures. Un athlète peut avoir des jambes de feu. Si le stress mental est au plafond, la performance sera nulle. L'esprit et le muscle, c'est le même combat. Et ce qui est dingue, c'est de voir comment cette technologie connecte des gens à travers le monde. On a un écosystème global, sans frontières, multilingue, où le coach Ninji Mohamed Al-Amin et le préparateur physique Lid Senoussaoui brassent ces montagnes de données au quotidien. Ils collaborent à distance et transforment ces chiffres en stratégies gagnantes, peu importe où le joueur de tennis se trouve sur la planète. Finalement, tout ça nous oblige à regarder vers l'avenir. Si on peut déjà prédire des blessures avec ces algorithmes, jusqu'où on va aller ? Est-ce qu'on se dirige vers un monde où l'intelligence artificielle va ajuster la difficulté de l'entraînement en temps réel, à la seconde près, pendant que le sportif est en plein effort ? Voilà de quoi repenser totalement l'avenir du coaching. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec autant d'énergie et on se retrouve très vite pour explorer de nouveaux mystères tout aussi passionnants.